Mais surtout, merci beaucoup à vous, toutes les deux, tous les trois maintenant, pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'échanger. Et puis, comme je le dis, ça fait partie aussi de ce qu'on doit faire en tant qu'ancien et ce dont ont besoin aussi les étudiants avant d'intégrer l'école ou de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de partager son expérience parce que c'est comme ça qu'on peut mieux réussir. Alors, avant de commencer, juste pour que j'ai une idée, qui est en première année? Il y a une répartition spatiale aussi. Et donc, en deuxième année, c'est vous. Et donc, vous m'avez déjà entendu. Je vais essayer de ne pas répéter exactement la même chose, mais je vais forcément répéter des choses que vous avez entendues. C'est la pédagogie, la pédagogie de la répétition. Et puis, on verra ensemble si ce que vous avez pu mettre en œuvre, pas mis en œuvre, ce qui vous apparaît pertinent. Surtout, je vais parler, mais je voudrais, plus que l'an dernier encore, échanger avec vous, notamment les deuxièmes années parce que vous avez de l'expérience, mais bien évidemment aussi les premières années. Donc, vous n'hésitez pas à m'interrompre quand je parle. Alors, évidemment, vous levez la main pour m'interrompre, n'est-ce pas? Et puis surtout, à la fin, une fois que j'aurai terminé, sentez-vous libre de me poser absolument toutes les questions que vous souhaitez. Si j'ai des réponses, je les fournirai. Si j'en ai pas, et je vous renverrai vers d'autres sources. Et puis, évidemment, les meilleurs conseils, ce sont ceux de vos professeurs ici, avant tout. Donc, j'espère que je vais dire à peu près la même chose que ce qu'ils vous disent. Et si on a des points de vue divergents, si vous me dites « Ah oui, mais on nous a dit que… », dans ce cas-là, il faudra qu'on en discute parce que ça aussi, c'est intéressant de comprendre. Et d'abord, vous dire que moi, j'étais à votre place il y a très longtemps. J'étais à votre place quand vous êtes né, à peu près, je pense, puisque moi, j'étais en prépa entre 2001 et 2003. C'est à peu près vos années de naissance, c'est ça? Oui, vous n'étiez même pas né, pour certains d'entre vous. Donc, mon expérience, elle est très vieille, d'accord? Néanmoins, j'ai fait mes petites recherches et puis, moi, j'interviens. Alors, j'interviens encore, non, mais je suis encore très en lien avec le département de droit, économie management de l'ENS de Rennes, puisque je fais partie de la commission, la toute petite commission d'attribution des contrats doctoraux pour les normaliens du département. Donc je vois les dossiers des normaliens qui postulent à un contrat doctoral, et donc qui sont assez nombreux. Je vous parlerai éventuellement de cette perspective. Donc je vois bien encore ce qu'ils font. Et puis surtout, le concours en lui-même a très peu changé. La scolarité, elle a pas mal changé depuis que moi, j'étais à l'ENS, donc à Rennes même, entre 2003 et 2006. Et puis ensuite, ma 4e année de ENS, je l'ai faite à Paris. Donc là, la scolarité a pas mal changé. Donc moi, je vais vous parler de mon expérience à Rennes. Je vais aussi surtout essayer de vous parler de ce qui se fait aujourd'hui, de ce que j'en connais, de ce qu'ont dit les gens qui y sont ou qui sont sortis, et puis de ce que je peux échanger avec le directeur actuel du département. Et puis après, évidemment, on pourra apporter des approfondissements par rapport aux questions plus précises que vous aurez. Donc moi, j'étais en prépa il y a très longtemps. Mais néanmoins, comme l'a dit Stéphanie Macagnan, eh bien, j'ai quand même continué ensuite à passer d'autres concours. Donc j'ai une expérience des concours qui maintenant commence à être un peu ancienne, mais qui est moins ancienne que mon expérience du concours D1. Alors, encore une fois, moi, j'ai fait ma prépa entre 2001 et 2003 à Turgot, au lycée Turgot à Paris. Et donc, j'ai intégré l'ENS en 2003. À Rennes, j'ai fait 3 années. Et la 3e année, à mon époque, c'était l'année obligatoire de préparation de l'agrégation d'économie-gestion. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout obligatoire de préparer l'agrégation d'économie-gestion quand on va à l'ENS, mais néanmoins, on peut toujours la préparer. Donc, j'ai passé l'agrégation d'économie-gestion, je vérifie mes notes, en 2006. Et comme toute ma promotion à peu près, j'ai eu l'agrégation d'économie-gestion, qui est donc une agrégation pour être
professeur d'économie-gestion en lycée ou en post-bac. Et puis ensuite, j'ai choisi de faire des études d'histoire du droit. J'ai fait un doctorat d'histoire du droit et à la fin, dans la dernière année de mon doctorat d'histoire du droit, j'ai passé un nouveau concours. J'ai passé le concours de l'École nationale des chartes, qui est une école d'histoire, d'accord, une grande école d'histoire, comme l'ENS, si vous voulez, mais en histoire, où on a exactement le même statut, on est élève fonctionnaire. Bon, je vais vous reparler de tout ça. Donc j'ai passé ce concours-là, alors un concours un peu parallèle, puisque c'est un concours en deuxième année, et ça c'était en 2012, si mes souvenirs sont bons, oui, et j'ai soutenu ma thèse, et ensuite en 2014, j'ai passé un dernier concours, qui est l'agrégation des facultés de droit en histoire du droit, qui est un des moyens de devenir professeur des universités en histoire du droit, qui est encore un autre concours. Et donc j'ai passé ce concours-là en 2014, et donc depuis 2014, je suis professeur d'histoire du droit à l'université de Bordeaux. Donc, je vais vous parler spécifiquement du concours D1, du concours droit-économie. Ça montre que je suis vraiment très vieux, mais normalement, vous avez dû entendre parler de D1. Ça vous parle si je dis D1? Ok. Donc, je dirais un peu souvent D1. Bonsoir. Je dirais peut-être un peu souvent D1. Mais donc, je vais vous parler spécifiquement de ce concours-là, évidemment, puisque c'est celui qui vous concerne en premier lieu. Mais de manière plus générale, il faut le réinscrire dans la préparation des concours. Et je vais essayer de vous donner potentiellement des conseils un peu généraux sur comment bien préparer des concours et comment les réussir, puisque je suis ici pour vous dire qu'on peut réussir des concours. Vous voyez, moi, mon expérience, les concours que j'ai passés, j'ai eu la chance de les réussir, mais aussi parce que, et ça on en reparlera, je les ai préparés dans certaines conditions qui, je pense, ont très très largement facilité cette réussite. Ce n'est pas du tout qu'un travail personnel, c'est évidemment un travail personnel, mais c'est aussi une manière de procéder et une manière de s'entourer que la réussite au concours. Donc on va essayer d'en reparler un petit peu tous ensemble. Alors, tout d'abord, vous êtes en prépa, donc vous l'avez choisi pour tout un tas de raisons. Qu'est-ce que la prépa peut vous apporter avant même d'intégrer l'ENS? On va procéder étape par étape. Ça, normalement, vous l'avez vu déjà, même les premières années ici. Ça vous apporte un enrichissement par rapport à un cursus classique à la fac de droit. Alors, la fac de droit, c'est très bien. Moi, j'y enseigne. Et les étudiants qu'on a sont, pour certains d'entre eux, pour la très grande majorité d'entre eux, on va dire, de très bons étudiants. Mais ici, vous avez un plus qui est que vous faites beaucoup plus que simplement du droit. Et ça, c'est très très important, à la fois pour réussir vos études de droit et à la fois pour réussir la suite, même si vous n'intégrez pas l'ENS. Ça, il faut que vous en soyez conscient. Et moi, je le vois très bien par rapport aux gens qui étaient avec moi en prépa et les cursus qu'ils ont pu avoir par la suite. Donc pour vous donner une idée, donc moi en prépa, en première année, on était une quarantaine, je pense, un petit peu moins. Et puis en deuxième année, on était une trentaine, quelque chose comme ça. À mon époque, il y avait 17 postes au concours, je ne sais pas, 15. Oh là là. Donc il y avait 17 postes au concours et comme je le disais auparavant, c'était l'époque où Turgot était un peu... écrasait un peu la concurrence, puisque nous sommes, dans mon souvenir, 10 de Turgot à avoir intégré l'année où j'ai passé le concours. Mais les gens qui n'ont pas intégré l'ENS ont eu, pour la plupart d'entre eux, ont fait ensuite de très brillantes études qui ont débouché sur des carrières assez diversifiées sans être passés par l'ENS. Alors, il y a évidemment certains qui ont intégré des écoles, ceux qui ont été admissibles au concours. Il y a des admissions, des admissibilités parallèles, des passerelles, merci, vers alors, l'EM Lyon qui maintenant s'appelle, pas l'EM Lyon, l'école de commerce de Lyon s'appelle
quelque chose comme ça. Voilà. Il y avait une filière du CELSA, je ne sais plus laquelle, voilà, qui est accessible. Donc des gens ont intégré ces cursus. Et donc, typiquement, après l'EM Lyon, la camarade qui a intégré est arrivée ensuite dans un des grands cabinets de conseil. Voilà, et donc une carrière dans des grands cabinets de conseil. Et puis, ceux qui n'ont pas intégré une école, pour l'essentiel d'entre eux, même pour la totalité d'entre eux, ont continué leur parcours à la fac de droit. Alors nous on était à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. La plupart ont continué au début, en troisième année à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mais la prépa leur a permis à beaucoup d'entre eux d'intégrer ensuite des parcours plus sélectifs au sein des facultés de droit, des magistères, des formations sélectives. Et puis pour vous, maintenant, il y a quelque chose qui a changé très fortement, c'est la sonnerie du lycée. D'accord, j'ai plus l'habitude. Qui est que vous avez la sélection en Master 1, désormais, pour intégrer votre Master 1. Et ça, évidemment, c'est un goulet d'étranglement nouveau dans les facultés de droit. Et donc, réussir en prépa, même sans réussir le concours, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir peser dans votre dossier pour l'intégration du master qui vous intéresse. Donc, il faut soigner aussi la prépa pour ça et votre dossier scolaire pour ça. Et notamment, tout ce que vous allez apprendre en dehors du pur droit va pouvoir vous servir. Typiquement, pour intégrer des formations, notamment l'économie, ça intéressera forcément beaucoup les cursus de type droit des affaires, droit fiscal, qui sont des masters extrêmement sélectifs, très compliqués. Et puis le droit fiscal, par exemple, vous faites un master de droit fiscal, vous êtes sûr de trouver un travail, et un travail particulièrement bien rémunéré. Alors intéressant, ça je ne sais pas, mais voilà, particulièrement bien rémunéré. Et puis aussi, vous dire que ça permet après, vraiment dans un dossier, nous qui passons notre vie maintenant à évaluer des dossiers, c'est quelque chose d'important. Donc rien que pour ça, et je parle ici spécifiquement en première année, ça vaut le coup de tout donner pour passer en deuxième année en prépa. Alors je ne sais pas ici quelle est la politique de passage entre la première et la deuxième année en prépa, mais je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de la prépa rien que pour ça. Et pour aller jusqu'au bout de la prépa, il faut être motivé pour avoir le concours. Honnêtement, ce que je vous dis là, c'est si vous n'avez pas le concours, mais si vous êtes en prépa, c'est pour réussir le concours. Il faut vous dire ça. Si vous n'êtes pas ici pour réussir le concours, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en réalité, vous pouvez tous, a priori, réussir le concours. Moi, je venais de ma province lointaine. Je n'avais jamais entendu parler de l'ENS avant même d'envoyer mon dossier en classe prépa. C'était le plus grand des hasards par quelqu'un qui était dans ma classe, qui avait entendu parler de cette prépa, etc. J'avais un dossier scolaire correct, mais pas non plus mirobolant. J'ai eu mention bien au bac, 14, tout juste. Alors, c'était une autre époque aussi, mais quand même, c'était presque un autre siècle. Non, c'était déjà le 21e, mais vraiment le tout début. Mais bon, vous voyez, j'avais... Et en prépa, ensuite, on peut se révéler, véritablement se révéler. Et le premier semestre de prépa, c'est une prise de conscience. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu les premières années, mais bon, on se rend compte que ça va être un peu plus difficile que ce qu'on pensait, potentiellement. Et peut-être certains d'entre vous étaient haut la main les premiers de leur classe, au lycée, ça roulait tout seul. Normalement, sauf si vous êtes un petit génie,
en prépa, vous avez eu un choc au moins dans une des matières, si ce n'est dans plusieurs, avec les premiers devoirs, avec les premières colles, qui ont dû vous confronter à la réalité de ce qu'est le niveau attendu pour pouvoir ensuite intégrer l'ENS. Mais aussi, justement, face à cette adversité, on peut se révéler. Et on peut se révéler en se disant « je vais y arriver et je peux y arriver avec mes camarades ». Et typiquement, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis rendu compte que, comme ça, oh tiens, j'avais eu une bonne note dans une matière, une vraiment bonne note, et ça a un effet d'entraînement sur si j'y arrive là, je dois pouvoir y arriver dans l'autre, et puis voir les camarades qui ont eu une bonne note dans l'autre matière, comment ils s'en sont sortis, etc. Et puis, ça développe la motivation. Et ensuite, ça permet d'être dans une dynamique qui est une dynamique de se dire si je suis là, autant être là pour aller jusqu'au bout. Alors, évidemment, vous n'aurez pas tous le concours et donc il faut réfléchir aux autres opportunités, mais mon conseil vraiment, vraiment primordial, c'est, si vous êtes ici, c'est pour le réussir. Et c'est ce qu'il faut vous dire, parce que sinon, vous n'aurez pas la motivation suffisante. Honnêtement, c'est très, très dur. C'est tellement de travail que c'est très dur de travailler autant sans se dire « je travaille pour avoir le concours ». Donc ça, c'est vraiment mon premier message décisif, c'est celui-ci. Passer le choc de la révélation du premier semestre, il faut ensuite vraiment, vraiment, à partir au minimum de maintenant, mettre en place une organisation de travail assez rodée pour réussir le concours. Si vous êtes en première année, les deuxièmes années, vous le savez déjà, mais si vous êtes en première année, là, beaucoup de choses se jouent vraiment maintenant. Vous venez de passer vos partiels à la fac, normalement. Donc, vous allez avoir vos résultats bientôt, plus ou moins bientôt. Et c'est vraiment, moi je l'ai vu dans mon expérience, c'est vraiment un moment charnière pour beaucoup de gens. Et des dynamiques s'instaurent à ce moment-là. Et il faut recevoir ces résultats comme un signal très net du chemin que vous avez à accomplir pour réussir le concours. C'est-à-dire que si vous avez des très bonnes notes partout, bon, vous vous dites que vous avez mis en place la bonne stratégie. Sinon, il faut voir ce qu'il faut améliorer. La première chose, évidemment, c'est beaucoup d'heures de travail. Mais ça, je pense que vos profs ici ne cessent de vous le dire. Mais vous rêvez si vous pensez que vous allez avoir vos soirées, que vous allez avoir vos week-ends. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, d'accord ? Si vous avez dans votre week-end... Alors, les deuxièmes années, ça va être encore pire. Je vais en reparler, mais les premières années, là, au second semestre, il faut vous dire qu'à la limite, vous prenez votre dimanche. Bon, c'est bien, mais c'est le maximum. Ou votre samedi, mais c'est le maximum, d'accord ? À la limite, vous prenez une soirée, 2 soirées, allez, en première année, on va se dire 2 soirées dans la semaine, mais pas toutes les semaines, d'accord ? Mais sinon, vous sortez de prépa, vous rentrez, vous faites une petite pause, vous mangez, et puis vous retravaillez un petit peu. Un petit peu, je ne dis pas de travailler jusqu'à 3 heures du matin, ce n'est pas du tout l'idée, mais il faut retravailler un petit peu. D'accord ? Donc, en volume de travail, c'est incomparable par rapport au volume de travail que vous pouviez avoir au lycée. Vous avez des journées de cours qui sont extrêmement longues, mais il faut ajouter à ces journées de travail extrêmement longues, des journées de cours, le travail personnel. Pour pouvoir tenir sur la durée, parce que ça va durer au minimum 1 an et demi maintenant, jusqu'au concours. Il faut pour ça vraiment, et ça c'est moi mon expérience de tous les concours, avoir une hygiène de vie
assez régulière et assez carrée, c'est-à-dire qu'il faut quand même dormir suffisamment, donc ça dépend de chacun d'entre vous, mais il faut dormir suffisamment, et donc bien manger, etc., faire du sport, continuer à avoir une micro-activité à côté, mais micro, ça c'est décisif parce que ça va vous donner un rythme qui est vraiment très très important. Et une fois qu'on a tout ça, on peut effectivement se donner les moyens de réussir le concours. Et qu'est-ce que ça va faire en deuxième année? En deuxième année, ça va faire qu'il va falloir travailler encore un peu plus. C'est-à-dire qu'on va réduire, on avait 2 soirées, on va en avoir plus qu'une, et puis à la fin, on n'en aura plus. Et puis, de temps en temps, on va travailler tout le week-end. Bon, pas tout le temps, mais quand même régulièrement. Et puis, peut-être en se rapprochant du concours, on va un tout petit peu réduire ses nuits. Pas trop non plus, parce qu'il faut quand même dormir suffisamment. Voilà, ça c'est pour vous donner le tableau général sans trop vous déprimer, mais surtout vous dire qu'à la fin, ça vaut le coup. Alors, je reviendrai peut-être un peu sur les épreuves en elles-mêmes après, mais il y a le bâton, il y a la carotte. Pourquoi ça vaut le coup de faire tous ces sacrifices? Ça vaut le coup pour plein de raisons. Parce qu'intégrer l'ENS, ça va vous apporter énormément de choses. Déjà, ça va vous apporter une rémunération. C'est quand même pas négligeable. Vous avez 20 ans, vous partez vivre à Rennes. Alors, je ne sais pas vous si ça vous fait rêver, mais honnêtement, j'ai passé 3 merveilleuses années de ma vie à Rennes, même une année d'agrégation, pourtant très difficile parce qu'on se dit « Ah, j'ai fait la prépa, j'ai fait le plus dur ». On revit la même chose que la prépa, on est plus vieux pour passer l'agrégation, mais et voilà, moi, les années rennaises, c'est des années vraiment fantastiques. Mon cercle d'amis d'aujourd'hui, dont je vais vous parler tout à l'heure très rapidement, je reviens de Corée, pour tout vous dire. J'étais en Corée là, où je suis allé voir une de mes amies que j'ai rencontrée à l'ENS, qui a eu l'ENS avec moi, et qui aujourd'hui est chef du service économique de l'ambassade de France en Corée, qui a un très grand poste, qui déjeune avec les dirigeants de Samsung, qui rencontre les ministres, les ambassadeurs de tout, etc. Donc, bon, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Donc, d'abord, vous allez être payé. À 20 ans, c'est bien, vous allez être autonome, vous allez avoir votre appart à vous, vous allez vivre la vie que vous voulez, et puis vous allez être en licence de droit. Alors, il y a un peu de travail, évidemment, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce que vous avez pu faire en prépa. Et là, vous aurez beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends, et vous aurez un peu d'argent pour pouvoir en profiter. Donc déjà, ça c'est bien, hein, rien que sur le plan matériel. C'est assez sympathique. Ensuite, à l'ENS, vous allez faire des études qui sont des études intéressantes et surtout riches. C'est-à-dire que vous allez faire des études de droit, mais vous allez approfondir très fortement les enseignements d'économie. Vous allez faire, en plus, vous allez découvrir une autre discipline qui est le management. Et avec la réforme du département, maintenant, on vous offre quelque chose d'incroyable par rapport à mon époque, qui est une pluralité de parcours. Ensuite, au sein de... Alors, il n'y a pas la projection, mais vous connaissez, il faut impérativement... Non, je n'ai pas besoin, mais il faut impérativement, et ça j'en reparlerai, que vous dépouillez le site du département, mais vous voyez hein, maintenant un parcours politique publique, un parcours... Moi, j'étais obligé de faire du droit européen, mais maintenant, c'est qu'un choix, un parcours d'économie, un parcours à Sciences Po, à l'IEP de Rennes. Donc, vous avez des possibilités multiples pour personnaliser votre parcours. Et ça, c'est une chance incroyable. Déjà, vous êtes multicarte en intégrant l'ENS parce que vous allez être juriste. On va aussi voir en vous un économiste. Alors, pas complètement un économiste comme si vous aviez fait la faculté d'économie, mais pas loin. Et puis, vous allez pouvoir ajouter plein de cordes à votre arc. Et en plus, maintenant, vous n'êtes même plus obligé de passer l'agrégation d'économie-gestion si vous n'en avez pas envie. Donc, pour ça, ça vaut le coup. Et ensuite, et après, l'ENS, ça va vous ouvrir
une multitude de portes pour votre avenir professionnel. Et ça, pareil, tout l'investissement, là, ces 2 ans de prépa, c'est rien par rapport à ce que ça va vous permettre de faire. Donc, comme je l'avais dit l'an dernier, mais je vais le redire ici, pour vous donner un exemple des carrières des gens de ma promotion à l'ENS. Donc moi, je suis professeur d'histoire du droit. Il y a des camarades qui sont professeurs de droit privé, maîtres de conférences en droit privé, en droit public. Il y a un camarade qui est assistant professeur en management à la London School of Economics. Un autre qui est pareil en assistant professeur en stratégie à Cambridge, à l'université de Cambridge en Angleterre. Oui. Qu'est-ce qu'un assistant un maître de conférence, l'équivalent d'un professeur des universités, mais oui, comme un professeur des universités. C'est des grades, ce sont des grades, mais voilà. C'est un enseignant-chercheur à l'université. Donc en droit, en management, un certain nombre sont avocats dans des grands cabinets en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni. 3 de mes camarades sont magistrats. Alors actuellement, il y en a un qui est à la chancellerie, donc au ministère de la Justice. Il y en a une qui est à la Cour de cassation depuis cette année. Et donc la 3e, elle, c'est celle qui maintenant est en détachement au ministère de l'économie et des finances et donc qui dirige le service économique de l'ambassade de France en Corée du Sud. Il y a une camarade qui est donc professeure en post-bac dans un lycée parisien en BTS. Il y en a il y en a une qui est directrice des ressources humaines. Il y en a une qui est consultante. Et puis il y en a qui sont juristes dans des collectivités ou dans des entreprises. Donc vous voyez des carrières très riches. En réalité, ça vous permet un peu de faire ce que vous voulez. Typiquement, moi, j'ai fait de l'histoire du droit aussi parce que j'avais l'agrégation d'économie-gestion, j'avais l'ENS et je me suis dit, eh bien, lance-toi, tu verras bien, tu n'es pas obligé de faire du droit fiscal pour être sûr d'avoir du travail. Tu peux aussi faire de l'histoire du droit, même si l'histoire du droit, de toute façon, ça permet d'avoir du travail. Mais je veux vous dire, ça mène à tout. Ça mène vraiment à tout. Et surtout, dans votre dossier, c'est un élément extrêmement discriminant, positivement, dans tout ce que vous allez pouvoir demander. C'est un label qui ne va pas vous ouvrir absolument toutes les portes, mais beaucoup de portes. Comme je vous ai dit, moi j'ai une camarade de ma promo qui a fait Harvard, typiquement. Donc aujourd'hui, elle était avocate à New York, maintenant elle est avocate à Londres. Mais c'est évident que pour intégrer Harvard, le fait d'avoir fait l'ENS, c'est quelque chose qui a compté dans son dossier. Donc c'est pour vous donner une idée des portes qui s'ouvrent à vous. Et ça compte encore aujourd'hui. Moi, je sais qu'encore aujourd'hui, si je suis là devant vous, mais quand je postule à tout un tas de choses, le fait d'être normalien, ça compte encore aujourd'hui dans mon dossier pour l'évolution de ma carrière, pour les choses qu'on me propose, etc., etc. Donc, c'est peut-être beaucoup de travail maintenant, mais ça va vous rapporter beaucoup. Beaucoup de travail, il faut l'optimiser. Et donc, comment très concrètement, et là spécifiquement, notamment pour les deuxièmes années. Je pense qu'on vous l'a dit, mais il faut impérativement que vous fouilliez toutes les ressources qui sont sur le site du département et qui concernent le concours. Il faut étudier minutieusement le règlement du concours, bien écouter tout ce qu'on vous dit. Je parlais tout à l'heure avec Stéphanie Macagnan de choses très très concrètes. Ici, il n'y a par exemple pas de centre d'examen. Donc vous allez passer le concours à Marseille. Donc c'est des choses qui se préparent en amont pour ne pas être dans le stress le jour du concours, comment je vais faire la semaine du concours, où je vais aller, etc. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête bien avant
pour arriver rassuré. Il faut évidemment lire les annales, lire tous les rapports du jury qui sont disponibles. Il faut impérativement que vous lisiez tous les rapports du jury qui sont disponibles parce que c'est là qu'il y a les clés pour réussir les épreuves. Vous avez vu par exemple, moi j'ai regardé pour préparer la conférence, il y a eu une réforme de l'épreuve du commentaire d'arrêt. Alors évidemment, on vous en parle ici, c'est sûr, mais allez lire ce qui est indiqué, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va attendre de vous. Tout ça, ce sont des éléments distinctifs. Ah oui, d'ailleurs, j'avais une autre question. Qui, ici, a choisi droit commercial, droit commercial, oui, et qui a choisi droit public? Ils choisissent qu'en deuxième année. Oui, les deuxièmes années, oui. OK. D'accord. Donc, moitié-moitié à peu près. OK. Personne n'a choisi mathématiques. Non, mais je ne sais pas quelle prépa propose mathématiques. Je ne pense que personne ne propose mathématiques. Je ne sais pas si. Ah, Lyon. Ah, OK. Je connais absolument personne qui a intégré avec mathématiques, mais bon, je ne connais pas tous les normaliens, évidemment. Donc ça c'est quelque chose vraiment d'expérience qui est important, parce que ça vous permet de comprendre ce qu'on attend de vous. Et réussir un concours, en réalité, c'est d'abord répondre aux exigences du concours. Ce n'est pas être le plus intelligent, c'est correspondre à ce qui vous est demandé dans le cadre du concours. Alors pour ça, évidemment, il faut des connaissances. Les connaissances, il faut apprendre vos cours. Et de manière d'abord un peu bête, les apprendre le plus possible. Par cœur, c'est presque un gros mot, j'ai envie de dire, mais il faut quand même les apprendre par cœur. Ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi forcément ensuite réfléchir. Avec ce petit point que cette réflexion, elle est cadrée par justement les attentes du concours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas faire preuve de singularité, pas du tout, mais cette singularité, il faut l'introduire dans les cadres qui sont ceux posés par le concours. C'est-à-dire que, avant toute chose, il faut respecter les cadres du concours. Et une fois que vous maîtrisez ça, ce qui va faire la différence, c'est réussir à introduire votre singularité, votre réflexion propre, vos analyses. Et là, votre copie, elle va clairement se détacher. Et c'est ça qui va vous faire basculer du bon côté. Il n'y a pas un mauvais côté, il y a un côté et le bon côté. Mais on a envie d'être du bon côté. Donc, voyez les étapes, hein. Comprendre ce qu'on attend de vous, apprendre, et introduire sa personnalité, ses réflexions, sa singularité dans ces cadres. À l'écrit, évidemment, et peut-être encore plus, vous pourrez mettre de vous-même à l'oral, parce que vous serez là, physiquement, en chair et en os. Vous me dites si je suis trop long. Et ça, il faut le penser aussi rapidement, l'oral. C'est-à-dire que là, en deuxième année, il faut déjà vraiment vous projeter dans l'oral, même si vous vous dites « déjà, il faut passer l'écrit ». Il faut déjà vous projeter dans l'oral parce que si vous ne vous y projetez pas maintenant, ce sera trop tard quand vous aurez les résultats d'admissibilité. Et en plus, il y a toujours des surprises. Des gens qui se disent « je ne serai jamais admissible » ou dont les autres disent « il ne sera jamais admissible », qui en fait le sont. Et honnêtement, ensuite, ça se joue dans un mouchoir de poche entre les gens qui sont admissibles et ceux qui sont admis. Donc, ce serait trop bête de louper le concours pour ça. Donc, il faut aussi vous projeter à l'oral. Et la réussite pour l'oral, c'est encore une fois exactement la même chose. C'est répondre aux exigences de l'épreuve qui est celle que vous allez passer. Et donc, vous avez pu aller l'an dernier aux oraux? Non. Oui. Vous y êtes. Oui. Pas les élèves. Pas les élèves. C'est ça, c'était à cause du...
Mais normalement, cette année, ce sera possible d'y retourner. Si vous pouvez y aller, honnêtement, je vous conseille d'y aller parce que ça, comme je l'avais dit, dédramatise complètement. Vous allez voir que c'est des gens normaux dans une salle banale et qu'il ne se passe rien. Personne ne pleure, personne ne mange personne. On pose juste des questions. Mais c'est un moment aussi où là, vraiment, non seulement ce que va regarder le jury, c'est ce que vous dites, mais c'est aussi comment, évidemment, vous dites et donc qui vous êtes. Et ça va vous permettre d'exprimer, dans les cadres encore qui sont ceux du concours, qui vous êtes. Et ça, c'est pas à négliger, d'accord ? Normalement, on ne recrute pas des clones. Et ça, le jury, alors ça dépend du jury, il est plus ou moins sensible, mais vous allez avoir des jurys différents. Vous passez 4 épreuves orales, si je ne m'abuse. Vous allez avoir des personnes différentes, mais vraiment, nous étions, moi dans ma promo et de toutes les promos que je connais, divers. D'accord ? On dit que le concours, ça formate, que l'école, ensuite, ça formate, que tout le monde pense pareil. Alors, ça formate dans le sens où il y a un cadre assez rigide qui est posé. Mais ça ne formate pas ensuite votre esprit, votre réflexion. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le formatage des cadres de l'épreuve. On attend que vous fassiez un plan comme ça. On attend qu'un commentaire d'arrêt respecte telle règle. Voilà. Mais ensuite, vraiment, il faut s'emparer de toutes ces connaissances pour faire transparaître ce que vous êtes aussi. Ça, c'est d'un point de vue individuel. Ensuite, et je l'avais dit l'an dernier, moi, mon grand message, c'est mon deuxième grand message après celui du tout début, c'est que ici, vous êtes un groupe. Alors, vous êtes 2 groupes, parce que vous êtes en première et en deuxième année. La communication est plus ou moins importante. Je vous invite à avoir une communication plutôt assez importante entre première et deuxième année, mais ne serait-ce que dans les 2 groupes, il est important de vivre cette aventure, cette expérience, parce que c'est une aventure en groupe. Alors, en groupe plus ou moins large, mais véritablement, pour réussir tout ça, et pour tenir dans la durée, il faut vous appuyer sur les camarades, sur vos camarades. Vous n'y arriverez pas tout seul. Aussi brillant que vous puissiez être, aucun d'entre vous ici, sauf à être vraiment, je ne sais pas, une sorte de génie et surpuissant, mais vraiment ça m'apparaît difficile, n'arrivera sans le soutien de quelques camarades. Et donc, il faut collaborer, vous aider. Il ne faut pas vous voir les uns et les autres comme des concurrents. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, nous, moi, dans ma prépa, on a été 10 à avoir le concours. Et donc, ça veut dire que c'est possible. Ils ont même été 12, il me semble, une année. Et pourquoi ? Parce qu'on a collaboré. L'année où j'ai passé la grecque d'éco-gestion, ils ont réduit les postes d'éco-gestion. L'option qu'on a passée, il ne devait plus y avoir que genre 16 postes, et on était 15 normaliens à être inscrits. On pourrait se dire comme ça, il faut s'entretuer pour réussir. Au contraire, on a tout partagé, on a tous réussi. D'accord ? Et ça, c'est vraiment un message très, très important pour moi. Alors, évidemment, il y a des gens que vous n'aimez pas, des gens, puis vous êtes trop nombreux pour faire un groupe de 40 en première année, je ne sais pas combien vous êtes, de 30 en première année. Mais il faut que vous fassiez des groupes entre vous, qui peuvent d'ailleurs varier, bouger, mais dans lesquels vous partagez votre travail, vous échangez, et que vous ne viviez pas dans la concurrence, il faut que je sois le premier, il faut que j'écrase les autres. Ça ne marchera pas, et au contraire, ça risque de se répercuter sur vous, non seulement au fur et à mesure de la prépa, parce que si vous êtes en première année, vous aurez du mal à tenir jusqu'au concours dans cette dynamique-là, et puis potentiellement ensuite au concours, parce que
ça va développer chez vous une forme d'arrogance, potentiellement, qui se voit très fortement quand vous passez l'oral ensuite. Et ce n'est pas du tout ce qu'a envie de recruter les professeurs de l'ENS. Donc, au contraire, parce qu'ensuite, quand vous allez être à l'ENS, vous allez être mis dans une dynamique collaborative. En plus, le nouveau directeur du département, et puis c'est la dynamique même de l'ENS, insiste beaucoup sur la recherche collaborative. La recherche collaborative, parce qu'à l'ENS, vous aurez un enseignement en droit immergé dans la recherche, beaucoup, beaucoup plus qu'à mon époque aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une chance fantastique. Et même maintenant, même de manière collaborative. Donc, ils cherchent des gens qui sont aussi, qui peuvent, dont on voit, qui vont être dans la collaboration et pas dans la compétition. Donc ça, c'est vraiment, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qu'en pensent les autres, mais un conseil pour moi qui est clé, d'accord ? Et qu'on a parfois du mal à intégrer quand on est en prépa, parce que la dynamique de la prépa, évidemment, c'est la réussite. Mais moi, je l'ai expérimenté dans tous les concours. Ça a été la même chose pour moi à l'agrégation des facultés de droit. À l'agrégation des facultés de droit, moi, j'ai préparé le concours avec un de mes camarades, vraiment intensément. On a tout partagé, on a tout mis en commun et on l'a eu tous les deux. Et il y a aussi un effet d'entraînement qui est que la dynamique de l'un entraîne la dynamique de l'autre, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais sur mes notes, puisque comme vous voyez, j'improvise à partir de mes notes. Est-ce qu'il y a des choses dont il faudrait que je parle, dont je n'ai pas parlé? Oui, on peut peut-être. Voilà. Ouais. Et il en faut, sinon ça ne sert à rien. Oui? Je suis désolé, ça va paraître très bête. Alors non, aucune question n'est bête, mais vraiment. Merci. Donc disais-je, ça va paraître très bête. Vous parlez d'une certaine pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité. Voilà, merci, j'avais pas le mot. Des emplois qui sont proposés par l'ENS. Vous parlez aussi de vos amis. Oui. Mais concrètement, d'une manière concrète, ça ouvre à quoi l'école? L'école Ouais. Alors, l'école en elle-même, alors, à part si vous passez l'agrégation d'économie-gestion, qui est une des possibilités encore offertes par l'école, elle ne va elle-même vous donner rien de plus que des diplômes. D'accord ? Elle ne va pas vous donner directement un métier. Sauf si vous passez l'agrégation d'économie-gestion, parce que si vous êtes agrégé d'économie-gestion, l'année suivante, si vous le souhaitez, vous pouvez aller enseigner dans un lycée. D'accord ? Sinon, elle va vous donner des diplômes, les diplômes que vous allez choisir. Une licence, bon, ça, ok. Et puis ensuite, des masters en politique publique. Alors, généralement, plusieurs masters maintenant avec la réforme. Donc, vous allez avoir le master de l'école et puis un master de Rennes, d'un des établissements de Rennes. Donc, la fac de droit de Rennes, Sciences Po Rennes, et puis il y a un troisième établissement qui est, je ne sais plus, non, ça doit être c'est les deux seuls peut-être. Non, la faculté d'éco. La faculté d'éco, puisque vous pouvez suivre aussi une formation en éco. Donc, elle va vous donner plusieurs diplômes et aussi une certification en management. Donc elle vous donne des diplômes. Et ensuite, ces diplômes, vous allez pouvoir les utiliser pour votre carrière, pour construire l'emploi que vous voulez. L'autre point, pour ceux d'entre vous, alors pour l'instant pour vous, tout ça c'est très très loin, mais l'ENS, ça devient de plus en plus aussi une école qui forme les futurs chercheurs, une partie des futurs chercheurs. Et donc c'est une voie d'accès privilégiée ensuite pour une carrière de chercheur. Par exemple, spécifiquement, il y a des contrats doctoraux, donc des financements spécifiquement attribués aux normaliens pour faire des thèses. Et donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Moi, je suis dans la commission, on est 3. On est 2 plus un membre du département. Et donc, il y a des normaliens de D1, droit, économie, management,
qui, chaque année, demandent un financement pour faire une thèse de droit, une thèse d'économie ou une thèse de gestion. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus varié qu'à mon époque. Ça s'est vraiment beaucoup ouvert. Et l'ENS de Rennes a un certain nombre de contrats qu'elle va attribuer aux normaliens. Et donc, c'est plus facile d'avoir un financement pour faire une thèse quand on est normalien que quand on est juste à la fac où voilà, vous avez un contrat comme ça pour toute la fac et c'est très compliqué. D'autant plus qu'à l'ENS, maintenant, vous avez aussi, pour ceux qui veulent faire de la recherche, la possibilité d'avoir même une année d'immersion dans un laboratoire de recherche qui va donc spécialement vous préparer pour monter votre projet de thèse. Donc vous voyez, l'ENS en elle-même ne vous donne pas un métier, mais elle vous donne la possibilité d'avoir en gros le métier que vous voulez, quoi. C'est ça. D'accord. Je ne sais pas si j'ai Très bien, merci. répondu à votre question. Oui. La parole, dans la suite de cette question. Alors, il ne fonctionne pas pour sonoriser la salle, mais pour sonoriser la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Et je voulais juste rebondir sur cette question, parce que je veux savoir si je dis une bêtise à mes étudiants, puisque je leur dis que même un certain nombre veulent être des praticiens. Oui. Et je leur dis que c'est quand même utile d'être normalien. Parce que c'est vous avez utilisé le mot de label, je ne m'y attendais pas, mais c'est un label qui peut être très intéressant et voire même, je vais prononcer un gros mot, peut-être même potentiellement lucratif. Voilà. Est-ce que j'ai tort ou pas? Non, vous avez raison. Alors, si vous entrez à l'ENS, vous allez signer un engagement décennal qui vous oblige à donner 10 ans de votre carrière à la fonction publique, à l'État, voilà, aux collectivités. Mais dedans, vos années de scolarité comptent, ça fait déjà 4 années, donc il reste 6 années. Mais cet engagement décennal, il n'empêche pas beaucoup de normaliens de s'orienter ensuite dans des carrières qui ne sont pas au service de l'État ou des collectivités, mais qui sont des carrières dans le privé, selon diverses modalités. C'est tout à fait possible en remboursant, généralement c'est son employeur qui rembourse, ou en passant entre les gouttes du remboursement de son engagement. Bref, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais beaucoup d'anciens sont devenus des praticiens du droit et sont aujourd'hui des praticiens du droit. Ça leur sert beaucoup, notamment alors, par le label, ça c'est sûr, mais surtout aussi par la polyvalence qu'ils peuvent, qu'on voit dans leur cursus, qui intéresse beaucoup, pour les avocats par exemple, les cabinets d'avocats, des grands cabinets, qui cherchent des profils un peu différents du juriste qui sort de la fac de droit et qui a fait la fac de droit. C'est très bien, c'est l'essentiel des juristes praticiens, mais ils ont besoin de profils un peu variés comme ça. Et donc, potentiellement, ça va être une clé d'accès. Et puis, ça permet aussi des reconversions. Par exemple, moi, j'ai une camarade qui d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on en avait parlé l'an dernier, qui, à proprement parler, n'est pas normalienne, elle n'a pas réussi le concours, elle était admissible, et ensuite, elle a fait le magistère, quoi. Elle a intégré sur dossier sans être payée, mais elle a fait exactement la même scolarité que nous. Et donc, bon, elle était avocate dans d'abord un puis un autre des très gros cabinets anglo-saxons. Et puis aujourd'hui, elle a intégré l'autorité de la concurrence britannique. Parce que aussi, justement, elle a ce profil où elle sait lire des bilans, parce qu'elle a fait de la gestion, elle comprend les enjeux économiques des absorptions d'une entreprise par une autre, les effets que ça peut avoir sur la concurrence. Donc ça, évidemment, ça va intéresser pour la pratique du droit. Ça, c'est sûr. Merci.
Alors, j'ai plusieurs questions, parce que vous avez un parcours que je trouve exceptionnel et qui m'intéresse beaucoup. C'est pour être devenu professeur d'histoire du droit, vous avez dit que vous avez fait l'ENS et qu'ensuite Oui. vous êtes rattaché à une école d'histoire. Oui, oui. École Est-ce que d'histoire. vous pourriez détailler ce parcours Oui. et aussi par simple curiosité sur quoi portait votre thèse? Alors, l'école des chartes, c'est une école qu'on intègre normalement exactement de la même manière que l'ENS, c'est-à-dire qu'on fait une prépa charte qui dure 2 ans, comme la prépa D1. Et puis, parfois, on redouble, on fait une 3e année pour repasser. Puis, on intègre cette école et puis on est élève fonctionnaire. Et ça, c'est une grande école d'histoire où on apprend l'histoire, ce qu'on appelait les sciences auxiliaires de l'histoire. Cette école, elle est à Paris. Et puis, donc, elle forme des gens qui, pour l'essentiel, ensuite, vont devenir des conservateurs des bibliothèques, des conservateurs du patrimoine, des archives, des conservateurs des musées, même s'ils font une autre école après. Et puis quelques-uns deviennent ensuite enseignants-chercheurs en histoire. Donc c'est exactement pareil, ça se passe comme ça. Moi, l'école des chartes, j'ai intégré, il y a un concours spécifique, qui est un concours pour entrer en 2e année, pour lequel l'école privilégie des profils différents des profils des étudiants qui sortent de prépa charte. Et donc, souvent, ils ont recruté des gens qui étaient doctorants et pas forcément qui avaient fait des prépa chartes. Et donc, ça, on l'intègre un petit peu plus tard. C'est un concours parallèle, si vous voulez. Mais l'an dernier, ils ne l'ont pas ouvert et puis généralement, il n'y a qu'un poste. Donc, j'ai fait, moi, une thèse de doctorat en histoire du droit sur un juriste qui s'appelle Jacques Cujas, qui est un juriste du XVIe siècle, très, très renommé. L'an dernier, c'était les 500 ans de sa naissance. Et donc, j'ai fait un tour de France et un tout petit peu d'Europe, puisqu'il était professeur à Turin. Donc, je suis venu juste à côté d'ici en parler. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter, je suis passé chez Antoine Garapon sur France Culture au mois de novembre en podcast, l'émission. Une émission d'ailleurs que je vous invite à écouter, c'est une fois par semaine, c'est le mercredi je pense, et vous l'avez en podcast de toute façon. Ça parle du droit, d'enjeux contemporains de droit, ça vous servira toujours pour l'entretien notamment, où vous allez pouvoir tomber sur des sujets d'actualité qui en plus sont souvent traités avec des regards croisés. Il y a un anthropologue, il y a un économiste, il y a un juriste souvent, mais ça s'appelle Esprit de justice cette émission. Honnêtement, 1 heure en mangeant, c'est votre pause, vous mangez et en même temps vous écoutez, vous voyez, on lit toujours un peu tout et ça c'est très bien et vous pourrez donc tout apprendre sur l'humanisme juridique et Jacques Cujas en m'écoutant. Et ensuite j'ai fait une thèse d'école des chartes parce qu'à l'école des chartes on fait une thèse qui n'est pas une thèse de doctorat, qui est une thèse d'école qui est entre un mémoire de master 2 et une thèse de doctorat et j'ai fait ma thèse d'école des chartes sur l'impression des lois au XVIe siècle. Voilà. Ça s'appelle les premières lois imprimées. Et donc, c'est comment la révolution de l'imprimerie a eu des effets sur le processus législatif et sur la diffusion de la loi dans le Royaume de France durant la première moitié du XVIe siècle. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez des informations sur le cursus ENM par l'ENS? Ah oui, alors, qui, me semble-t-il, est en cours de transformation, quoi. C'est certain. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'il va devenir, parce que c'est quelque chose qui a été créé il y a quelques années et qui a connu un fonctionnement variable. Et puis surtout, la question, c'était de l'inscription des étudiants dans ce parcours. Donc, vous dire ce que ça va devenir, ça, je n'en sais rien. Mais en revanche, vous dire que c'est un plus pour passer l'ENM, de l'expérience que j'en ai, oui. Pourquoi ? Moi, les gens de ma promo qui ont passé l'ENM, ils l'ont tous eu du premier coup. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, il y a 3 magistrats de ma promotion qui ont en plus eu, vous voyez, des postes. Celui qui est à la chancellerie, avant, il a fait 10 ans presque au parquet antiterroriste. Celle qui est en Corée, elle a été alors d'abord juge aux affaires familiales, et puis ensuite elle a été juge d'instruction. Ma camarade aujourd'hui qui est à la Cour de cassation, elle a occupé
plein de postes différents. Mais pourquoi c'est un plus? Parce que en réalité, on avait passé 2 concours avant. Et le fait d'avoir passé 2 concours avant, ça vous sert bien pour réussir le 3e parce que vous avez à peu près bien compris comment ça fonctionne. Et donc, puis vous avez l'habitude de l'oral, des oraux. Alors, ils ont beau être à l'ENM, je ne sais plus combien, énormément maintenant devant vous. Tout ça, c'est très largement dédramatisé. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est une garantie de réussir l'ENM, mais ça vous facilitera la tâche, même si on ne sait pas ce que va devenir ce parcours au sein de l'ENS, vous le passerez après. Et moi, de l'expérience que j'en ai, c'est un plus indéniable. Merci. Et en plus, ensuite, c'est un plus pour votre carrière de magistrat. C'est évident que, par exemple, mon amie, elle a réussi à être détachée à Bercy parce que dans son dossier, il y a marqué qu'elle est économiste. Et donc, à Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances. Hein. C'est pas la salle de sport. Normalement, vous savez. Oui, non, je sais bien, mais bon. Maintenant, quels sont les ministres qui occupent les locaux du ministère à Bercy? Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais de même que ma camarade qui est aujourd'hui à la Cour de cassation, c'est évident que dans les entretiens, c'est des choses qui jouent. Voilà. Je n'en doutais pas, hein, mais je préfère prendre des précautions. Oui. C'était pour savoir en quoi consiste réellement la recherche. Oui. En quoi ça consiste également le fait de faire une thèse. Oui. Et si vous pouviez nous partager votre expérience également sur les difficultés que vous avez pu rencontrer en faisant une thèse tout simplement. Alors, la thèse, c'est un exercice très très différent de tout ce qu'on peut faire avant. Et notamment parce que, justement, contrairement à mon expérience des concours, c'est quand même avant tout un exercice qui est très très solitaire. Très 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 solitaire. Qui est très gratifiant à la fin. Pas forcément beaucoup pendant qu'on le fait. De temps en temps, oui. Mais qui est passionnant, évidemment. Alors, la recherche, ça consiste à être devant un sujet que normalement personne n'a jamais vraiment traité, ou en tout cas pas traité comme ça. Et puis d'avoir des années devant soi pour essayer de trouver des choses originales à dire sur ce sujet à partir d'une documentation, encore une fois, que personne n'a trop explorée ou n'a pas explorée comme ça. Alors, la recherche, elle va être très différente selon le domaine dans lequel vous faites de la recherche. Si vous faites de la recherche en économie, si vous faites de la recherche en droit, si vous faites de la recherche en histoire du droit, ça ne va pas du tout, ça ne va pas être exactement la même chose. Après, ce qui va être similaire, c'est ce que vous allez demander à votre esprit. C'est un travail d'abstraction, de conceptualisation, et puis ensuite un travail d'écriture, parce qu'il faut l'écrire, sa thèse, conséquent. Mais alors, encore une fois, ce travail d'écriture, il va être différent. Aujourd'hui, en économie, par exemple, on fait des thèses au format PhD, donc anglo-saxon, qui consiste à regrouper des articles de recherche, donc des articles qui sont des choses assez courtes, alors que si vous faites une thèse de droit ou d'histoire du droit, vous allez écrire une longue monographie de 300 à 1000 pages, et donc évidemment ça ne va pas être la même chose. Après, la recherche que nous on fait, par exemple, c'est une recherche qui se base soit sur des archives, donc on va dans des archives et puis on explore des vieux documents, plus ou moins vieux en fonction de la période sur laquelle on travaille, on les lit et puis à partir de ces documents, eh bien, on essaye de construire une démonstration pour explorer, pour révéler des réalités du passé juridique. Nous, c'est ça qu'on fait, mais on travaille aussi, moi par exemple, je travaille
peu sur archives, je travaille essentiellement sur la pensée des juristes du XVIe siècle. Donc moi, ce que j'étudie, je prends les ouvrages de juristes du XVIe siècle, je les lis, et puis j'essaie de comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté, comment ils l'ont fait, et puis parfois, ça peut avoir un écho avec aujourd'hui, mais ce n'est pas le but premier. Donc, c'est très très dur d'expliquer concrètement ce que ça peut être la recherche. Il faudrait venir dans un laboratoire. Mais Je pourrais Oui. tout à fait vous accueillir pour vous montrer une thèse. Vous montrer une thèse concrètement Oui. à la faculté. On en a dans tous nos bureaux. Donc vous venez, on vous montre. Et parfois, je le fais en cours, de faire circuler une thèse. Ça, c'est une très bonne idée que vous puissiez la manipuler, voir ça, c'est dès la semaine prochaine, c'est possible. Enfin, vous avez un concours à Mm. préparer très très vite. Mais Oui, non, ça c'est bien. Et typiquement, ça c'est une nouveauté que propose l'ENS qui moi n'existait pas à mon époque, qui est ce qui s'appelle le prélab, qui est cette possibilité d'être complètement inséré dans la recherche alors qu'on est encore étudiant à l'ENS, qui est vraiment une chance incroyable quand on veut devenir chercheur. Ça vous fait gagner des années, au moins des mois, mais ça vous fait gagner en maturité intellectuelle puis en compréhension de ce qu'est la recherche pour votre thèse ensuite. Et donc les choses sont beaucoup plus simples. Oui. De ma première, pardon, excusez-moi. C'était est-ce qu'il est possible de continuer à faire une thèse, de faire de la recherche tout en préparant, puisque l'ENS donne la possibilité notamment de préparer les concours administratifs. Est-ce qu'il est possible justement de... Logiquement, vous n'allez pas faire les d'allier deux les en deux. même temps, parce que la c'était thèse, l'objet de ma c'est question. beaucoup de travail. La préparation d'un concours, c'est beaucoup de travail. Ça ne veut pas dire que certains ne prétendent pas faire les deux en même temps. Mais quand on fait les deux en même temps, en réalité, on fait plus l'un que l'autre, généralement. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'un certain nombre de concours ont une voie spécifique maintenant pour les docteurs. Et notamment dans le cadre de la valorisation du doctorat. Donc le docteur, c'est celui qui a soutenu sa thèse. Ok. Et donc typiquement, vous avez un concours réservé aux docteurs pour l'ENM. Donc vous pouvez faire une thèse, puis une fois que vous avez fait votre thèse, vous êtes docteur en droit, et donc il y a un concours pour les docteurs en droit, qui n'est pas le même que le concours général. Désormais, si je ne m'abuse, à l'INSP, le nouvel ENA, il doit y avoir une voie spécifique pour les docteurs. Ça faisait partie de cette idée de valorisation du doctorat, ou si ce n'est pas le cas, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, plutôt que de dire je vais préparer les deux en même temps, vous pouvez très bien dire je vais faire une thèse et ensuite je passerai le concours si justement vous vous rendez compte que la recherche n'est pas pour vous. Ou sinon, il vaut mieux se dire je prépare le concours, je l'ai, je ne l'ai pas, et puis après, si je ne l'ai pas, je ferai une thèse. Ou encore inversement, je fais l'école et puis j'ai envie de faire une thèse, et ça c'est tout à fait possible de faire une thèse après dans sa carrière. C'est d'autres types de thèses, mais il y a un certain nombre de gens qui font des thèses en même temps que leur carrière. D'abord le monsieur qui n'a pas parlé. Vous nous aviez dit que la réussite lors d'un concours dépendait en grande partie de l'entraide et du travail de groupe. Oui. J'aimerais savoir, j'ai deux questions du coup, j'aimerais savoir concrètement comment ça se matérialise ce travail de groupe et quelle différence ça va apporter par rapport à un étudiant qui travaillerait tout seul dans son coin. Alors, très concrètement, d'abord, avant même d'être un travail de groupe, c'est un partage. C'est-à-dire que je vous invite à partager votre propre travail. Alors, vous allez avoir, après chacun ses méthodes, etc. Mais surtout, en plus, aujourd'hui, avec les outils informatiques, vous pouvez assez facilement partager. J'ai fiché, il faut lire tel ouvrage, vous en avez fait une fiche. Vous pouvez mettre la fiche en commun. De toute façon, vous, ça ne vous coûte rien. Vous l'avez lu, l'ouvrage. Vos camarades, ils vont avoir que la fiche. Et ça va peut-être justement eux-mêmes les inciter à lire le livre, à se dire « Ah ouais, ce livre, il a l'air vraiment décisif, il faut que je le lise. » Et vous, de la même manière, des choses que vous n'auriez pas vues, ou, vous allez avoir la fiche de votre camarade et vous allez vous rendre compte que vraiment c'est important, que ça porte sur un point que vous avez mal compris. Donc déjà, ça, partager
ce que vous faites. Dites ce que vous faites, parce que en retour, vous allez recevoir de vos camarades. Alors après, si effectivement vous travaillez avec un binôme et que vous vous donnez tout et que l'autre ne donne rien, je vous conseille de changer de binôme. Mais après, l'idée d'être en plus grand nombre, c'est aussi que de toute façon, s'il y a un passager clandestin, c'est son problème, vous aurez les autres, de toute façon, vous aurez l'échange des autres. Donc ça, c'est un premier point, d'accord ? Après, je ne vous conseille pas spécifiquement de faire vos travaux en commun. Après, ça dépend de chacun. Mais ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est après vos calls, débriefer vos calls entre vous. Ah, toi, tu es tombé sur ce texte-là, montre-moi ton texte, tel sujet. Ah, tu l'as traité comme ça. Ah oui, pourquoi pas, moi, je l'aurais traité comme ça. Voyez un peu des retours d'expérience, vous donnez vos copies, voir pourquoi vous avez eu telle note, pourquoi l'autre a eu telle note, comprendre, parce que si vous n'avez que votre propre retour, vous allez un peu avoir toujours le même retour, ce qui est normal, parce qu'on est... Or, si vous avez aussi les retours des autres, vous allez tout de suite beaucoup plus comprendre aussi ce que vous maîtrisez déjà. Parce qu'en fait, dans vos copies, il y a quand même essentiellement ce que vous ne maîtrisez pas, même si de temps en temps, mais ah oui, c'est bien, bon. Mais on met surtout ce qui ne va pas pour que vous... Et vous allez voir que ce qui est reproché à l'autre, en fait, vous l'avez compris, vous allez pouvoir lui expliquer, et inversement. Donc c'est beaucoup plus que du travail en groupe, en fait, c'est de l'échange, de la collaboration. C'est vraiment ça que je visais particulièrement. Bon. Et voilà. Et donc il y avait une sous-question, il y avait une deuxième question. Oui, la deuxième question, c'était quelle différence ça fait avec un étudiant qui travaille tout seul, mais du coup... Ça fait qu'un étudiant qui travaille tout seul, il va abattre beaucoup moins de travail aussi, de toute façon, parce que typiquement, vous n'allez pas pouvoir tout lire. Vous allez lire le maximum, mais vous allez avoir des fiches sur des livres que vous n'avez pas lus, ou il faut vous tenir informé de l'actualité, par exemple. Et donc, ça, c'est très important. Moi, à l'époque, quand j'étais en prépa, j'étais dans un foyer parce que j'étais loin de chez moi. Et puis, dans le foyer, il y avait l'abonnement au Monde. Et donc, c'était bien, je prenais le Monde Écho, je lisais le Monde Écho. Et puis, il y avait un autre qui lisait je ne sais pas quoi d'autre. Et on se disait, ah, t'as vu ça Et donc, ça aussi, c'est bien, sans faire pas forcément une revue de presse systématique, mais... d'avoir des échos des uns et des autres. Et donc, parce que tout seul, vous en ferez toujours moins qu'avec les autres. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça la différence. Après, ça ne veut pas dire vivre en collectivité. Voilà. Évidemment, l'essentiel de ce que vous allez faire, ça va rester pour vous, parce que c'est des choses qui, quand vous êtes devant vos notes de cours et que vous les apprenez par cœur, c'est vous qui les apprenez par cœur et c'est que dans votre cerveau. Et c'est quand même ça que vous allez faire beaucoup. Donc ça, il faut bien vous rendre compte que l'essentiel de votre travail, il est pour vous et il sera pour vous. Et donc, le peu que vous allez partager, en réalité, ça va vous revenir de manière beaucoup plus importante, parce que vous allez le partager avec 3 personnes qui, elles, vont vous apporter, du coup, 3 fois ce que vous avez donné. Vous voyez, hein ? Et donc, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et c'est honnêtement comme ça que vous pourrez avoir la vision la plus large. J'avais une dernière question. Seconde question, toujours en rapport avec l'histoire du droit. Oui. Parce que je suis vraiment passionné d'histoire et ce serait peut-être un domaine qui m'intéresserait à l'avenir. Voilà. Et donc, pour l'école normale supérieure, est-ce qu'il y a parmi les masters qui sont proposés par l'école des masters qui sont en lien avec l'histoire du droit ? Ça, vous ferez ça dans votre master libre. C'est-à-dire qu'à l'école, ensuite, en dernière année, vous avez le choix de votre master. Vous partez de l'école. Alors, vous pouvez rester à Rennes, hein, il y a des gens qui restent à Rennes, mais vous partez de l'école et vous faites le master que vous voulez. Votre 4e année, elle n'est pas physiquement nécessairement dans l'école. Alors, ça peut être, même déjà, ça peut être dès la 3e année si vous faites dans les nouvelles moutures ce fameux prélab. Donc moi, par exemple, j'ai fait ma 4e année à Assas où j'ai fait mon master 2 d'histoire du droit. Voilà. Donc ça, c'est aussi ça un des intérêts de l'ENS, c'est-à-dire que
et encore plus aujourd'hui, ça ne vous enferme pas définitivement très très tôt. Pourquoi c'est possible? Parce que certes, il y a la sélection en Master 1, mais il y a toujours une entrée possible quand même en Master 2. Et donc, malgré la sélection en M1, vous pourrez aller potentiellement dans un autre M2. Et puis, vous pouvez aussi personnaliser votre parcours plus tôt, comme je vous le disais, si c'est la recherche qui vous intéresse, maintenant à l'ENS. D'accord, merci. Alors qu'à mon époque, moi, j'ai fait du droit européen, du droit européen, du droit européen. Bon, ça ne m'a pas empêché de devenir historien du droit, hein, mais... Alors moi j'ai une question peut-être un peu plus pragmatique, mais comme je vois que personne ne la pose, je vais m'en faire l'écho. Dans l'entretien, il y a une question très spécifique qui est un peu formatée et qui se dit très simplement « Pourquoi voulez-vous être normalien ?» D'expérience, quand on observe les étudiants lors de la réponse à cette question, c'est assez décevant, mais on a l'impression qu'ils n'ont absolument pas anticipé cette partie qui est pour autant plus facilement... voilà, qui peut se travailler en amont et qui est plus facile, je trouve. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller à ceux qui éventuellement se retrouveraient face à cette question afin qu'ils puissent avoir une réponse qui reste intègre, parce qu'on n'a pas tous envie forcément de poursuivre dans la fonction publique. Quelle est la voie juste à trouver? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une vision personnelle sur la question? Voilà, quel est votre éclairage sur cette partie-là de l'entretien? Je pense que, justement, c'est la voie juste. C'est-à-dire quelle est ma réponse? Ce serait, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, comprendre les cadres tout en mettant un peu de sa singularité. Donc, il faut être honnête dans une certaine mesure. D'accord? C'est-à-dire que si vous dites « moi je veux être avocat d'affaires » et l'ENS ça va m'ouvrir les portes des plus grands cabinets, bon, c'est quand même pas l'esprit de l'ENS, d'accord? Et effectivement, on ne fait pas de but en blanc l'ENS pour devenir avocat d'affaires. C'est une possibilité, mais surtout, vous ne savez pas ce que vous allez faire. En réalité, vous allez vous rendre compte que votre projet, il va évoluer au cours des 4 ans. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, moi, je parlerai plutôt de ce que je veux faire à l'ENS. D'accord? Et en ça, vous allez être honnête. Parce que c'est ce dans quoi vous pouvez immédiatement vous projeter. Donc, vous allez être honnête. Vous allez exprimer votre singularité. Mais moi... à l'ENS, j'ai vu qu'il y avait tel parcours et donc, comme je m'intéresse à telle question, voilà. Et puis évidemment, tout en parlant, si c'est ça qui vous intéresse aussi, des choses dont moi je vous ai parlé, voilà, vous pouvez très bien dire, je ne sais pas, moi je viens d'un milieu populaire, c'est difficile pour mes parents de payer mes études et donc devenir autonome financièrement, ce serait une chance pour moi, c'est la seule possibilité pour moi de faire des grandes études parce que mes parents, ils ne peuvent pas. C'est un argument mais complètement entendable. Et c'est un sacrifice que de faire des études. C'est très dur pour un certain nombre de familles. Et là, c'est mettre sa singularité aussi. Alors évidemment, il ne faut pas que dire ça. C'est un argument parmi d'autres. Mais voilà, vous pouvez dire, moi, ce qui m'intéresse à l'ENS, c'est la pluridisciplinarité, ce qu'on disait, c'est la recherche. Mais quelque chose auquel vous croyez. C'est-à-dire qu'il faut prendre dans tout ça quelque chose auquel vous croyez. Et pas faire la réponse standard typiquement qu'on attend. C'est-à-dire qu'il faut donner une réponse entendable, une des réponses qu'on peut attendre, mais celle qui exprime votre singularité. Voilà moi ce que serait mon conseil pour cette réponse. Et vraiment quand même, là on vous tend une perche pour exprimer votre singularité. Hein. C'est la question où si vous ne l'avez pas exprimée avant, on va voir un peu qui vous êtes. Et quand je vous ai dit ils ne recrutent pas des clones, c'est la vérité, parce qu'ils sont assez déçus ensuite. C'est normal. Moi, si je recrute des gens, je suis assez déçu si j'en recrute 15 et qu'il y en a 13 qui sont exactement pareils, parce que ça va être très pauvre ensuite dans la dynamique
que je vais instaurer. Ce qui m'intéresse, au contraire, et ce qui les intéresse, c'est d'avoir des gens divers. Je ne sais pas si c'est ce que vous imaginiez comme réponse. Je pense que oui. Non, plus ou moins. C'est vrai que c'est tellement codifié quand on entend Ouais. les étudiants, on est presque atterré de voir que ça n'a pas été préparé et que c'est formaté selon des logiques qu'on s'imagine voilà, être presque obligatoire. Voilà, mais je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est un peu ça, mais que la réponse, elle doit nécessairement être au moins à double détente. Je ne sais pas dans quel ordre, mais qu'elle ne peut pas être que ça. Parce que si elle est que ça, c'est justement, moi, je pense, ce qui fait basculer vraiment du bon côté, de la bonne note à la note excellente. Et on peut avoir des notes excellentes à l'ENS. Moi, j'ai eu une moyenne supérieure au concours par rapport à ma moyenne de bac. Donc, on peut avoir vraiment des très bonnes notes. À l'ENS, le jury n'est pas là pour mettre... le but, ce n'est pas de mettre 0, de mettre que des 1 et que des 2. Vous pouvez avoir des très très bonnes notes. Bon, comme vous le savez, je n'avais pas eu des très très bonnes notes au bac. Mais... Est-ce qu'il y a une autre question? Non, tout est clair. Je ne vous ai pas trop stressé. Je vous ai motivé. Non, il faut... Voilà. Mais il y a vraiment aussi un bon stress. C'est-à-dire que pas un stress qui vous paralyse, mais un stress qui vous motive. Et puis surtout, vous dire que c'est possible. Vraiment, moi, si j'ai un message, c'est ça. C'est vous dire que c'est possible. Et encore une fois, moi, dans ma promo, les gens venaient d'horizons, mais tellement variés, tellement variés. Et c'est ça aussi que j'ai eu plaisir à vivre à l'ENS. C'est que j'ai rencontré des gens qui viennent de la bonne bourgeoisie, des gens qui viennent de milieux très populaires, des gens qui viennent de toute la France, qui ont des parents. Il y avait même une étudiante qui a été admise à titre étranger. Voilà, des gens vraiment de tous horizons. Et ça, c'est honnêtement très, très enrichissant. Et puis, on a tous apporté aussi quelque chose de différent ensuite dans la dynamique. Merci à vous.